L'information est rapportée dans un premier temps par les réseaux sociaux. Elle est ensuite reprise par les mouvements de défense des droits de l'homme, notamment le mouvement Martin Luther King. Elle faisait état d'un jeune étudiant togolais qui aurait été emprisonné en Ukraine. Selon les recoupements, le jeune Togolais quittait le pays en août 2024 avec un visa d'études délivré par la Russie par l'entremise de sa représentation à Cotonou. Arrivé en Russie, il serait contraint de se faire enrôler dans l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. Sur le front, la nouvelle recrue a été sérieusement blessée. Abandonné par les siens, il sera capturé par les forces armées ukrainiennes et jeté en prison. Pour le mouvement Martin Luther King, c'est le moment pour les premiers responsables du pays de tout mettre en œuvre pour la libération du compatriote. Déjà, des correspondances ont été adressées au chef de l'État, puis au ministre des Affaires étrangères. La présence de cet étudiant togolais sur les fronts ukrainiens n'est pas un cas isolé. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les ressortissants africains avaient été impliqués dans la guerre par les deux camps. Certains ont même témoigné des procédés auxquels ils ont été contraints juste pour rejoindre l'armée russe ou ukrainienne. Un appel volontaire avait même été lancé par l'Ukraine à travers ses représentations au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie, entre autres. Combien sont-ils encore ces Africains pris dans le piège de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Le flou demeure. Publié récemment par la Heritage Foundation, l'indice de la liberté économique 2025 présente le classement des pays ayant amélioré de manière mesurable leur liberté économique. Le Togo figure parmi les 27 premiers pays africains. L'indice de la liberté économique repose sur 12 critères qui mesurent différents aspects de la liberté économique. Ces critères sont regroupés sous plusieurs piliers essentiels: l'état de droit, la taille des pouvoirs publics, les dépenses publiques et la santé, l'efficacité réglementaire ainsi que l'ouverture du marché. Dans le classement mondial, le Togo se situe à la 132e place et à la 27e position sur le continent africain. Cette performance est attribuée au score de 52,3 points obtenus par le pays, un résultat qui reflète une amélioration de 1,4 points par rapport à l'année précédente. En détail, le Togo a obtenu 37 points pour les droits de propriété, 37,1 points pour l'efficacité judiciaire, 31,6 points pour l'intégrité de l'État, 81,6 points pour les dépenses publiques, 21,7 points pour la santé fiscale, 59,9 points pour la liberté des entreprises, 51,9 points pour la liberté du travail, 69,8 points pour la liberté monétaire, 66,8 points pour la liberté commerciale, 60 points pour la liberté d'investissement et 40 points pour la liberté financière. Il est important de souligner qu'au niveau mondial, Singapour occupe la première place de ce classement en matière de liberté économique. Quatre ministères togolais ont décidé de réglementer de manière plus stricte l'émission de bruit au Togo. Il s'agit du ministère de la Sécurité, de l'Environnement, de l'Administration territoriale et celui de la Santé. Dans un arrêté conjointement signé, ces ministères sont revenus sur les activités humaines qui génèrent du bruit, leurs conditions d'installation ainsi que leurs zones d'installation. Selon le nouvel arrêté, le seuil de sonorité maximale est fixé à 70 décibels en journée de 6h à 22h et à 55 décibels dans la nuit de 22h à 6h pour les activités émettant du bruit. Ainsi, l'émission du bruit est interdite dans les bars, buvettes, restaurants, hôtels et établissements de commerce de 12h à 14h30 puis de 22h à 9h. Exceptionnellement, lors des activités officielles ou lors des activités qui jouissent d'une autorisation du gouverneur, du préfet ou du maire de la commune, le bruit est toléré.
Cependant, ces seuils de sonorité ne s'appliquent pas aux activités religieuses à l'occasion des festivités et des célébrations religieuses officielles. Le contrôle du bruit émis par les sources fixes ou mobiles incombe désormais au gouverneur, au préfet, au maire, à la police environnementale, à l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, aux unités de la police et de la gendarmerie. Ils sont aussi à même d'infliger des amendes aux auteurs de bruit. Par ailleurs, l'arrêté soumet désormais l'implantation des scieries, des moulins, des bars, des restaurants, des hôtels et des lieux de culte à l'autorisation obligatoire du service technique de leur ministère de tutelle. De nouvelles malversations sont mises au jour dans le cadre des prestations de l'assurance maladie universelle AMU. Des pratiques frauduleuses qui obligent les autorités en charge de la santé à exclure plusieurs structures médicales du dispositif AMU. En effet, des enquêtes menées ont révélé un système bien rodé de détournement des fonds publics. Il s'agit de la facturation de prestations fictives, la surfacturation de soins et de médicaments, la création de fausses ordonnances, sans oublier la distribution abusive de lunettes et d'équipements médicaux à des bénéficiaires non éligibles, entre autres. Parmi les établissements sanctionnés, la pharmacie Foreva est suspendue de la liste des partenaires de l'INAM et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aussi, l'on peut citer les pharmacies Saint-Pio et Yoto. La pharmacie Saint-Esprit, quant à elle, a écopé d'une suspension de 12 mois. Le centre optique Nova Vision et le centre de basse vision et optique médicale, qui sont des lunetteries, sont aussi concernés par ces mesures. Rappelons que l'AMU est conçu pour garantir aux Togolais des soins efficaces à moindre coût. Des poursuites judiciaires sont prévues contre les fraudeurs afin de récupérer les sommes détournées. Un projet de restriction d'entrée aux USA est actuellement en étude par le département d'État américain, annoncé samedi des New York Times. Ce projet a dans son viseur 43 pays, dont 22 en Afrique. Le projet classe les pays concernés dans 3 catégories désignées par liste. Ainsi, une liste rouge regroupe tous les pays dont les citoyens sont catégoriquement rejetés par l'administration Trump. Une liste orange recense les pays dont les citoyens peuvent avoir accès aux USA, toutefois en étant soumis à des conditions un peu plus rigides d'obtention de visa. Et enfin, une liste jaune regroupant les pays qui doivent dans moins de 3 mois revoir leurs procédures de sécurité et de vérification des voyageurs. Selon la liste provisoire des pays concernés, l'Afghanistan est en tête avec une queue de 10 pays, dont la Libye, le Soudan et la Somalie. Ils sont classés sur la liste rouge des USA. Sur la liste orange figurent 10 pays, dont 3 Africains, l'Érythrée, la Sierra Leone et le Soudan du Sud. La Russie fait aussi partie de la liste orange. Puis une liste jaune qui regroupe en tout 22 pays, dont la majorité est africain. L'Angola, le Burkina Faso, le Mali, la RDC, le Bénin sont entre autres les pays figurant sur la liste jaune. Pour l'heure, le Togo n'est pas encore visé par cette politique migratoire en gestation aux États-Unis. Par ailleurs, le projet doit attendre l'approbation du secrétariat d'État américain, puis celle du président des États-Unis, Donald Trump, pour entrer en vigueur. Le gouvernement burkinabé met en garde contre la publication de vidéos trafiquées et dénonce une campagne de manipulation, alors que de nouvelles vidéos de supposés massacres de civils commis par les supplétifs de l'armée circulent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a doublé la mise en garde du procureur de la République dans un communiqué publié le 22 mars. Dans ce document, le porte-parole du gouvernement déplore les tentatives de manipulation de la part de personnes mal intentionnées qui tenteraient, avec des montages, de nuire à l'image du Burkina Faso. Ces nouvelles vidéos sont présentées comme un massacre commis dans la commune de Gaïeri, dans la région de l'Est. À la suite de la publication de ce communiqué, le procureur Blaise Bazier a lancé un appel à témoins pour aider les enquêteurs à interpeller les auteurs ou complices d'appels à la haine visant les profils, personnes et groupes Facebook qui publient des messages.
La réouverture d'une boulangerie dans le quartier de Chambat, au nord de Khartoum, après une interruption de près de 2 ans, fait souffler un vent d'optimisme sur ce quartier de la capitale soudanaise. Si les bâtiments portent encore les traces des combats qui ont éclaté au Soudan en avril 2023 et que certains des services les plus élémentaires font toujours défaut, l'odeur du pain frais provenant de la boulangerie locale redonne de l'espoir aux habitants. Les débuts ont été difficiles, comme tous les débuts. Il n'y avait ni électricité ni eau. Mais grâce à Dieu, malgré les difficultés, nous avons travaillé dur et la boulangerie fonctionne toujours, Dieu merci. Tout est stable, nous n'avons pas de problème. En 2023, les tensions latentes entre l'armée et les forces de soutien rapide ont dégénéré en guerre ouverte dans tout le pays. Des centaines d'habitants de Chambat sont revenus dans la région après que l'armée soudanaise l'a reprise aux forces paramilitaires de soutien rapide qui la contrôlaient jusqu'en octobre. Quand les gens ont vu la boulangerie fonctionner, quand nous avons vu un endroit qui pouvait nous fournir de la nourriture et des boissons, nous avons eu l'impression que la vie était rétablie. La vie à Chambat reste toutefois très difficile. Les services de base comme l'électricité et l'eau sont largement inaccessibles. Nous espérons que le programme alimentaire mondial continuera à fournir une aide alimentaire jusqu'à ce que la situation devienne stable et que tous ceux qui sont impliqués dans les affaires ou qui veulent travailler sur le marché puissent ouvrir leurs magasins et leurs usines. Les organisations humanitaires ont apporté leur soutien en fournissant des denrées alimentaires de base, notamment de la farine, de l'huile de cuisson, des lentilles ou des haricots, par l'intermédiaire d'organisations locales en partenariat avec le programme alimentaire mondial. Israël dit avoir lancé samedi des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban en représailles à des tirs de roquettes. Le Hezbollah dément en être à l'origine. Ces événements font craindre une reprise de la guerre après le cessez-le-feu conclu entre les deux parties en novembre dernier. Le Premier ministre libanais a demandé à l'armée de prendre des mesures nécessaires tout en appelant à éviter une escalade. La force intérimaire des Nations Unies au Liban se dit alarmée et exhorte à ne pas mettre en péril la trêve. Se rapprocher d'un cessez-le-feu complet, c'est ce qu'espère Volodymyr Zelensky quelques jours avant le début des pourparlers conduits par les États-Unis avec la Russie et l'Ukraine en Arabie Saoudite. Lors de sa conférence de presse commune avec le président tchèque Petr Pavel en visite à Kiev, le président ukrainien estime que la première étape du cessez-le-feu doit passer par une trêve aérienne et un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques. Il a également précisé qu'une liste de sites civils et de zones à prendre en compte lors de l'éventuel moratoire sera présentée aux négociateurs américains. Le dirigeant ukrainien a aussi accusé Vladimir Poutine de ne pas respecter la trêve partielle négociée par Donald Trump ce mercredi. Ces derniers jours, l'Ukraine a subi des attaques massives de drones sur plusieurs de ses villes dont Odessa, Zaporijia, Soumy et Kiev. 3 personnes ont été tuées à Zaporijia et des dizaines d'autres, dont des enfants, ont été blessés. La Corée du Nord soutient indéfectiblement la Russie dans son invasion en Ukraine. C'est ainsi que le dictateur Kim Jong-un a accueilli le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, à Pyongyang. Lors de leur rencontre, les deux hommes auraient discuté de la situation sur le front ukrainien et de questions sécuritaires dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois. Les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle et Pyongyang a été accusé par les Occidentaux d'avoir envoyé des troupes pour se battre sur le front ukrainien aux côtés de l'armée russe. Elle dénonce l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. L'opposition turque a convoqué ce vendredi une nuit de la démocratie en appelant à un grand rassemblement vers lequel ont convergé au moins 10 000 personnes, en dépit des avertissements du président Recep Tayyip Erdogan qui a juré de ne pas céder à la terreur de la rue. Au 3e jour de manifestation, les protestataires ont afflué vers la mairie d'Istanbul à l'appel du Parti républicain du peuple, première force d'opposition à laquelle appartient Ekrem İmamoğlu. 2 ponts et plusieurs grands axes permettant d'atteindre le siège de la municipalité ont été fermés à la circulation pour 24 heures. Ekrem İmamoğlu a été arrêté chez lui mercredi et inculpé pour corruption et terrorisme. Des accusations que beaucoup considèrent comme une tentative du pouvoir d'éliminer toute forme d'opposition, ce que le gouvernement a démenti à plusieurs reprises.
Le leader du Parti républicain du peuple, Özgür Özel, exhorte les électeurs à exercer leurs droits constitutionnels et à continuer à participer à des manifestations pacifiques.